Bonjour, je m'appelle Jana Jaber, je suis ingénieure géomécanicienne à l'ANDRA. Je vais présenter aujourd'hui une partie de mon travail de thèse qui était soutenu en 2020. Ce travail a été réalisé sous la direction d'Olivier Deck et de Marianne Conin au laboratoire Géo-Ressources à l'Université de Lorraine. Donc je vais parler aujourd'hui des essais préliminaires qu'on a faits pour appliquer l'impression 3D à la modélisation physique en mécanique des roches. Pour déjà présenter un peu le contexte général, donc la mécanique des roches, elle trouve de nombreuses applications dans les différents domaines du génie minier, du génie civil. Et donc lorsqu'on veut caractériser un massif rocheux, il est à la fois lié au comportement mécanique de la roche intacte, mais aussi des discontinuités rocheuses qui sont présentes dans le massif. Et donc il est intéressant de prendre en compte explicitement ces discontinuités rocheuses. En général, en mécanique des roches, on se pose tout le temps la question, est-ce qu'on va modéliser le massif par un milieu équivalent continu ou bien par une approche d'un milieu explicitement discontinu? En fonction du cas où on se situe, on va choisir. C'est-à-dire, si on a les dimensions le rapport entre la dimension moyenne de l'excavation et de la dimension moyenne de nos blocs, elle est faible. Donc on se situe dans ce cas-là et on peut considérer que notre massif il est continu avec des propriétés intactes, des propriétés mécaniques et de la roche intacte. Par contre, si on a énormément de blocs et donc ce rapport-là il est élevé, dans ce cas on peut considérer qu'on est dans un milieu continu équivalent et donc chercher les propriétés mécaniques réduites de notre massif rocheux. Sinon, si on est entre ces deux cas, il faut donc présenter explicitement les discontinuités et leur donner des propriétés mécaniques pour représenter le mécanisme des blocs qui est susceptible d'avoir lieu. Et en mécanique des roches, comme en mécanique des sols, on peut soit faire des modélisations numériques, soit de la modélisation physique, qui est évidemment le sujet auquel on est aujourd'hui là. Et plus concrètement, là, je vais me situer dans ce cas où on va travailler sur des massifs rocheux avec des propriétés de la roche intacte qui sont très élevées par rapport aux propriétés mécaniques des discontinuités. Et donc, ce qui va causer la rupture de notre massif rocheux, c'est surtout la rupture des discontinuités et non pas de la matrice. Notre matrice va rester élastique. Et on va voir pourquoi j'insiste sur ce point. Donc pour comprendre déjà le comportement mécanique des joints rocheux, en général sous cisaillement, un joint rocheux il a ce comportement mécanique classique avec une première phase. Donc un joint rocheux il a ce comportement sous cisaillement, donc une première phase élastique avec un module tangentiel. On a la contrainte tangentielle qui va augmenter jusqu'à atteindre un certain pic, à partir de laquelle on a une dégradation des propriétés de notre joint jusqu'à atteindre une phase résiduelle et on a donc une contractance suivie d'une dilatance. Et ce qui va impacter ce comportement-là, c'est surtout la morphologie ou bien la rugosité du joint et la présence parfois, par exemple, au niveau des failles, des ponts rocheux qui vont donner une certaine cohésion à notre joint, à notre fracture. Et donc, puisqu'on va parler de la modélisation physique, comme vous savez, la modélisation physique est une technique expérimentale qui va nous permettre de représenter à l'échelle réduite et à partir d'un matériau analogue un ouvrage réel. Et on obtiendra les résultats quantitatifs si on applique et on respecte les lois de similitude sur les différents paramètres. On peut faire soit une modélisation physique en centrifugeuse avec un G étoile égal 1, soit une modélisation sous gravité terrestre. Et c'est dans ce cas qu'on va travailler parce que Géo-Ressources a un nouveau dispositif expérimental qui s'appelle Dimitri. Il consiste à une boîte de cisaillement, une presse triaxiale d'un volume de 2 mètres cubes environ. Donc on a 1,50 m de longueur, largeur et 1 mètre de hauteur, dans laquelle on peut appliquer un effort tridimensionnel et on peut aussi creuser des tunnels ou bien des ouvrages souterrains. Et donc mon étude, elle est une partie d'un projet à long terme qui consiste à trouver la méthode pour représenter explicitement des discontinuités dans un modèle physique d'un massif rocheux discontinu. Donc, qu'est-ce qu'on a comme modélisation physique en mécanique des roches sous 1G? En général, les études, on peut les diviser en deux parties, soit par approche continue.
Donc, les méthodes d'homogénéisation sont appliquées. On n'a pas une représentation explicite des fractures dans les massifs rocheux. Dans ce cas, donc, on ne prend pas en compte explicitement les discontinuités, on ne représente pas les phénomènes qui sont liés à l'interaction entre les fractures. Soit on a des modèles physiques par approche discontinue, mais la géométrie reste très simplifiée. Et les propriétés mécaniques des discontinuités représentées, elle n'est pas contrôlée. Donc, on a juste l'interface entre les différents blocs ou stratifications représentées. Pour surmonter ces deux discontinuités, ces deux inconvénients, que ça soit par approche continue ou discontinue, on va utiliser la fabrication additive ou l'impression 3D, qui a l'avantage de permettre de réaliser des modèles, des objets 3D à partir d'un modèle géométrique numérique, même si on a des géométries complexes, et on a des modèles qui vont être reproductibles avec un processus rapide, et on peut utiliser plusieurs types de matériaux. L'application de l'impression 3D en mécanique des roches, elle est très récente. Elle date des années 2014-2015, sachant que la thèse elle a commencé en 2016, donc on était vraiment au début des applications. Les applications de l'impression 3D en mécanique des roches sont surtout pour étudier, par exemple, caractériser mécaniquement le matériau, soit pour étudier la porosité, perméabilité, la propagation des fissures, ou bien même la distribution interne, mais sur des petits échantillons en utilisant de la résine. On n'a pas vraiment des études qui travaillent vraiment à l'échelle d'un modèle physique grande échelle. On a une seule tentative qui était en 2018 sur un petit modèle continu. Et concernant la mécanique des roches et les joints rocheux, aussi on n'a pas énormément d'études. Les études sont très simples. Il y avait une qui travaillé juste sur la morphologie en 2016, et puis 2 études étaient sorties en 2020, notre étude et puis une autre étude où ils ont réalisé des essais de cisaillement pour caractériser un joint rocheux. Donc, quelle sera l'idée dans notre travail, la démarche? On va tout d'abord caractériser notre matériau qui va simuler la roche intacte. On va essayer de construire des joints rocheux par impression 3D aussi et les caractériser mécaniquement avec des propriétés contrôlées. Et on va essayer de voir si la combinaison peut être appliquée à la modélisation physique. Pour faire ça, je vais juste vous expliquer. Donc, nous, la technique qu'on va utiliser, c'est le frittage laser, SLS, et le matériau, c'est le polyamide 12, c'est un polymère. Donc, la technique, elle est très simple. Elle consiste à utiliser notre modèle CAO, le modèle géométrique. On le divise en des layers, en des tracés 2D. On l'imprime, donc on a une première couche de poudre du PA12. Le laser va venir fusionner notre matériau selon le tracé 2D. Puis le lit va descendre, une autre couche va être mise au-dessus de la première, et ainsi de suite jusqu'à obtenir l'objet final. Afin de caractériser notre matériau, on a fait des essais de compression-traction classiques. On a obtenu un module d'élasticité de 1600 MPa, un module donc de 1600 MPa et une limite d'élasticité à 42 MPa. Même si le comportement post-élastique n'est pas vraiment représentatif d'un géomatériau, mais comme je vous ai dit, on va se situer dans le cas où notre matrice rocheuse va rester élastique. Et donc nous, ce qui nous importe, c'est surtout le module d'Young, et on ne va pas atteindre la rupture de notre matériau et la limite d'élasticité. On a réalisé aussi des essais de traction pour caractériser notre matériau. Donc là, on a notre matrice rocheuse artificielle. On va commencer avec les joints rocheux. On a fait plusieurs études sur plusieurs types de joints. Je vais présenter aujourd'hui juste les joints réguliers, où on a fait des joints linéaires ou bien des joints en dents de scie. On a fait varier le nombre de ponts rocheux. Les ponts rocheux ici sont des plots cylindriques qui vont donner la cohésion à notre joint. Donc on a fait varier le nombre de ces ponts rocheux. On a fait varier aussi l'aspérité de nos angles, avec un joint avec une ouverture fixe de 0,4 mm. On a réalisé des tests de cisaillement à différents niveaux de contraintes normales fixes. Et donc, on a obtenu un comportement global satisfaisant qui est similaire au comportement global qu'on obtient dans la nature, avec une première phase élastique, une résistance maximale et puis une dégradation jusqu'à la phase résiduelle. À savoir qu'ici, on a un artefact dû à la géométrie, parce qu'en fait, on ne va pas venir casser nos aspérités qui sont bien rigides, on va venir se déplacer tout au long de notre discontinuité. Donc maintenant qu'on a un comportement mécanique global qualitatif et qui convient à nos attentes, on va essayer de caractériser mécaniquement et de contrôler les propriétés mécaniques quantitatives de notre joint, c'est-à-dire la cohésion et l'angle de frottement. On a réalisé une quarantaine d'essais de cisaillement, et donc on a proposé à la base de ces essais de cisaillement un critère de rupture.
de notre joint, qui est formé de deux formulations. Au pic, c'est une formulation qui ressemble aux critères de Coulomb. Donc au pic, on a un taux pic qui est dépendant de l'angle de frottement de base et de l'angle des aspérités. Des aspérités et de la surface des ponts rocheux. Donc les ponts rocheux vont donner la cohésion, et puis l'angle de frottement, il est formé par l'angle de frottement de base et l'angle de frottement, l'angle de l'aspérité. Et puis, à la phase résiduelle, une fois qu'on a cassé nos ponts, on a cassé la cohésion de notre joint, et donc on a juste une phase résiduelle qui est formée par l'angle de frottement de notre joint. Et on voit qu'on a un R2 bien élevé, et le critère de rupture est bien défini. Et donc maintenant, si on veut définir notre joint rocheux, il suffit donc d'imposer un nombre de ponts et un angle d'aspérité bien défini. Donc maintenant, on va voir comment on peut appliquer toutes ces informations à la modélisation physique. On a des facteurs d'échelle qui sont soit des données, soit des hypothèses à partir de nos dispositifs expérimentaux. À partir de ces facteurs d'échelle-là, qui sont imposés par notre matériau et le dispositif expérimental, on peut calculer les autres facteurs d'échelle sur les autres paramètres de notre problème. Ensuite, on va calculer les facteurs d'échelle du prototype. Du modèle, pardon. On a les AM, les facteurs d'échelle sur le modèle qui sont obtenus à partir de nos essais expérimentaux. On a les facteurs d'échelle calculés, on calcule les propriétés à l'échelle 1 et on va comparer ces propriétés à l'échelle 1 avec les propriétés qu'on trouve dans la nature pour les massifs rocheux pour voir si ça peut être adapté ou pas. Et donc, je vous donne un exemple pour mieux concrétiser. Si on a une excavation qui se situe à 12 mètres de profondeur, en considérant un ρ étoile qui est la masse volumique, le facteur d'échelle sur la masse volumique, entre 0,3 et 0,5, sachant que la masse volumique de notre matériau, c'est 1000 kg par mètre cube. Donc ici, ça permet de simuler des massifs, des matériaux entre 2000 et 3300 kg par mètre cube à peu près. Et on a un G étoile égale 1 imposé par notre dispositif expérimental. On considère un L étoile égale 1 sur 25 parce que je vous rappelle, nous on a seulement 50 cm de recouvrement dans notre dispositif expérimental. Donc on peut calculer les facteurs d'échelle sur les différents matériels. On a ces valeurs-là qui sont les valeurs obtenues par les essais de caractérisation expérimentaux sur notre matériau. On peut obtenir les résultats à l'échelle du prototype. On compare ensuite ces valeurs-là avec le tableau des valeurs typiques qu'on trouve des ordres de grandeur qu'on trouve dans la nature. On trouve que, par exemple, pour le module Young, on est vraiment très limité, on est à la limite de notre massif. Une des solutions, ça sera une architecturation du matériau, c'est-à-dire on peut venir créer des vides dans notre massif rocheux. Ça, c'est vraiment une étude très spécialisée dans le domaine du matériau. On trouve que, par exemple, pour la cohésion des joints rocheux, on est très éloigné de notre objectif. Par contre, pour l'angle de frottement et la raideur tangentielle, on tombe bien dans le domaine d'application, dans le domaine des massifs rocheux dans la nature. Donc là, on va montrer une deuxième application si maintenant on se trouve à 100 mètres de profondeur. Donc là, le ρ étoile, on considère qu'il va être compensé, non pas par le recouvrement du massif, mais par une contrainte qu'on va venir appliquer sur le dispositif expérimental, contrainte normale supérieure. Là, puisqu'on a moins de contraintes sur les facteurs d'échelle, on applique la même démarche et on peut trouver qu'on tombe bien dans le domaine d'application dans la mécanique des roches pour le module Young. Le C, on va maintenant on est encore éloigné, mais on diminue l'écart avec la réalité. Et donc là, il suffit par exemple de diminuer le nombre de ponts rocheux qu'on a mis dans notre joint qu'on a construit par fabrication additive. Et pour l'angle de frottement et le module de CISA et le KS, on est bien dans le domaine d'application qu'on souhaite. Donc là, comme on a vu, c'était une étude préliminaire pour voir si l'impression 3D, qui est des nouvelles applications en mécanique des roches et en géotechnique, si elle est convenable pour l'impression 3D. On a vu qu'il y a un potentiel d'appliquer cette technique en modélisation physique, où on peut reproduire un comportement global d'un joint rocheux et d'un massif rocheux pour la modélisation physique. Par contre, on a encore des limites qui peuvent être affranchies en changeant par exemple le matériau utilisé. Et ça, c'était la suite et les perspectives. Après ma thèse, il y a eu une nouvelle thèse lancée
à l'Université de Lorraine, au laboratoire Géoressources, avec Emilio Abiad, qui, eux, ils travaillent sur le même concept, mais ils changent un petit peu le matériau utilisé. Ils utilisent un sable qui va être imprimé en mettant un liant entre les différentes couches du sable. Et donc, ils ont fait des tests. Donc, voilà, ici, ils montrent le sable et le liant, des scans pour montrer la morphologie du matériau. Ils ont réalisé des essais de compression classique et des essais de cisaillement, sachant que là, c'est aussi un des joints que j'ai cisaillé, mais je n'ai pas montré, j'ai pas le temps de tout montrer. Donc, ils ont considéré qu'ils ont travaillé plutôt sur la fractale, donc sur une géométrie qui n'est pas simplifiée, mais qui ressemble plutôt à la réalité. Ils ont changé le matériau, donc là, ils ont un comportement qui ressemble plus à un géomatériau, c'est du sable. Et donc, par contre, eux, ils ont un matériau plus fragile. Donc, la rupture, elle est vraiment au niveau des rugosités, pas comme dans mon cas. Et aussi, ils cherchent pour développer encore et pour aller plus loin vers le gros dispositif expérimental, des techniques pour implanter les capteurs dans les différentes éprouvettes. Le but étant aussi de faire des essais de compression sur des grosses éprouvettes de 16-32 cm avec plusieurs familles de discontinuité à l'intérieur. Merci pour votre attention et si vous avez des questions.